faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Après un retour sur la carrière d'Orelsan et de son film autobiographique Comment c'est loin, nous passons aujourd'hui, encore une fois, d'un genre complètement différent avant de se mettre dans une toute nouvelle ambiance. On remet les compteurs à zéro et aujourd'hui place à la saga la plus vieille de l'histoire du cinéma, qui a commencé en 1962, qui est aussi adaptée de bouquins parfois cultes, parfois un peu ridicules, mais qui était déjà sacrément classique à l'époque. Donc la saga compte à l'heure actuelle 25 films à son actif, et si vous avez l'esprit vif, vous savez déjà de quelle saga nous allons parler. Alors place au MI6, aux Aston Martin blindés, ou encore au service secret de Sa Majesté, ou encore du vodka martini, car aujourd'hui nous entrons dans l'univers cultissime de la saga James Bond. Mais pas n'importe quel film plutôt. Car celui que nous allons traiter aujourd'hui aura fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie il y a à peu près 4 ans, par sa proposition radicale et audacieuse, ou non pour certains, sa longueur, son scénario ou encore sa conclusion. Et je suis ici pour tenter de défendre mon client à la barre et prouver que c'est loin d'être un mauvais film et encore loin d'être un mauvais James Bond. Aujourd'hui, nous parlons du 25e et dernier film James Bond à l'heure actuelle. Il s'agit du film No Time to Die, ou en VF Mourir peut attendre, réalisé par Cary Joji Fukunaga. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. No Time to Die, ou Mourir peut attendre en VF, est un film d'espionnage action britannique qui est sorti le 30 septembre 2021 en Angleterre, donc bien évidemment James Bond oblige, il arrive un peu plus tôt chez eux, pour une sortie nationale, et chez nous, il est arrivé un petit peu plus tard, c'est-à-dire à partir d'octobre, le 6 octobre 2021. Alors le film est bien évidemment produit par Barbara Broccoli, petite fille d'Albert Broccoli, le créateur de la saga, de la franchise, ainsi que Michael J. Wilson, donc une production MGM bien évidemment, comme depuis la création de la licence. Qui dit James Bond, dit gros blockbuster, avec un budget aux environs de 250 millions de dollars, c'est énorme, c'est le plus gros budget de toute la franchise, qui d'ailleurs aurait été augmenté, c'est-à-dire qu'on est encore pas sûr, mais je crois que lié en fait à des retards liés à la pandémie, je crois que le film est aux alentours de plus de 300 millions, il aurait coûté encore plus cher, lié au retard qui a été fait, lié à une augmentation du budget, etc. pour la communication marketing, et du coup ça fait un des plus gros film, même récent, sur le budget, mais aussi le plus gros James Bond et un des plus gros films d'action niveau budget avec le dernier Mission Impossible. Alors je vous parlerai un peu plus du contexte de sortie parce que c'est assez particulier. Le film sort en pleine période du Covid, enfin il devait sortir en pleine période du Covid, et ça a foutu une merde énorme, j'en parlerai après. Et oui, du coup le film est déjà assez bordélique avant qu'il sorte tout simplement. Et je pense d'ailleurs même que c'est un des films qui a été le plus retardé lié au Covid. J'en parlerai après, mais déjà, avant que le film sorte, contextuellement, c'est assez compliqué. Donc niveau scénario, le film est écrit par à peu près quand même 4 ou 5 personnes. Donc bien évidemment, on a le réalisateur Cary Fukunaga, Neil Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Qui va justement avoir son importance, Phoebe Waller-Bridge, dans le scénario du film. Alors, si vous savez pas qui est cette actrice et aussi scénariste, vous avez pu la voir dans le dernier Indiana Jones, le cadran de la destinée, là, le dernier qui était vraiment pas bon du tout. Elle était en tant qu'actrice, et moi je la connais, j'ai pas vu la série, mais elle était aussi actrice et scénariste dans la série Fleabag. Je crois qu'elle était... Je crois que c'est sur Amazon Prime, je crois, dont j'ai pas vu, mais j'ai entendu de très bons retours, donc en fait elle a la casquette d'actrice et de scénariste. Au casting de notre film du jour,
du beau monde, c'est surtout beaucoup de monde, hein, c'est un énorme casting XXL. Donc bien évidemment, on a Daniel Craig qui endosse pour la dernière fois l'espion britannique. On a Léa Seydoux, la très critiquée Léa Seydoux, qui reprend elle aussi le rôle de Madeleine Swann qu'elle avait dans Spectre. On a Ralph Fiennes dans le retour de M, le nouveau M. Naomi Harris dans Moneypenny. On a Ben Whishaw de retour en Q. Christoph Waltz dans le retour de Blofeld, le méchant dans Spectre. Il y a beaucoup de retours, hein. Je vous dis, c'est vraiment la suite de Spectre. On reparlera d'ailleurs de la licence après, mais déjà on présente vite fait le film et après on va revenir sur ma relation avec James Bond, etc. Alors on a aussi des petits nouveaux, on a Lashana Lynch, qui est une espèce de nouvelle James Bond au féminin, qui a fait beaucoup parler, là aussi, elle a fait beaucoup parler. On a Ana de Armas, dans un super rôle qu'on voit pas assez mais qui est génial. On a aussi le retour de Jeffrey Wright, qu'on avait vu dans le premier Casino Royale, qui ici, il a plus à but en fait de conclure son arc depuis Casino Royale. On a bien évidemment Mr. Robot, Rami Malek pour les connaisseurs, qui joue le nouveau méchant de cet épisode, Safin. Qui on a d'autres? Ah oui, on a aussi, bon lui il est un peu moins connu, mais Rory Kienard, qui était le rôle de, comment on pourrait dire ça, d'espèce de secrétaire de M, qui reprend le rôle de Tanner qu'il avait déjà entamé, je crois, depuis Quantum of Solace, donc il est là depuis quand même beaucoup de films. Et c'est tout. Ah si, j'allais oublier le petit rôle tenu par un Français, alors il s'appelle Dali Ben Salah, alors que vous avez pu voir, il joue un espèce de méchant un peu éclopé, là où il a un espèce d'œil de cyclope ou je sais pas quoi. Vous avez pu le voir récemment dans Athéna, je sais qu'il joue aussi dans J'irai... je verrai toujours vos visages, et je crois qu'il est actuellement avec sur un film avec Alban Lenoir, Les Orphelins je crois, qui est actuellement au cinéma. Donc grosse carrière, plus en France, mais moi je l'ai découvert dans ce film. Donc passons à l'histoire. Après les événements de Spectre, donc oui bien évidemment, pour voir le film il faut avoir déjà vu les autres James Bond, ça me paraît un peu logique, mais surtout Spectre, hein, c'est complètement la suite de Spectre, hein, vraiment. Nous retrouvons en fait James avec Madeleine, qui s'est barré des services secrets pour se la couler douce à Matera, en Italie, en amoureux. Cependant, un événement inattendu va faire basculer le couple, et en fait, ça va faire ressurgir un lointain passé pour Madeleine. Et du coup, James Bond va donc revenir au sein du MI6 pour une nouvelle mission, et très certainement la dernière, afin de se confronter une dernière fois au Spectre. Alors le pitch, vous allez voir, c'est les 15 premières minutes du film. Vraiment, c'est écrit moi-même, hein, je suis pas allé chercher sur Allociné ou quoi que ce soit, parce que après l'histoire part dans autre chose. En fait, faut bien savoir un truc, le film a une longue introduction, c'est-à-dire qu'en gros, il a une très longue introduction avant le générique. Ça dure 20 à 25 minutes, on a des flashbacks, on a la scène d'action, etc. et d'autres trucs. Donc je vous spoil pas le film, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment intéressant en fait de proposer une ouverture sur plus de 20 minutes avant que l'histoire commence vraiment, ce qui fait plus ressentir le début de la fin pour James Bond, cela dit. Je voulais aussi garder un minimum de mystère pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc le scénario que je viens de vous dire, c'est juste le début du film, ensuite ça part dans autre chose, donc je préfère quand même vous prévenir sur ça. Donc ce James Bond, enfin on a terminé le film. Oula, c'est compliqué ce James Bond, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses, je pense que le podcast va durer assez longtemps, ne vous inquiétez pas, je vais pas revenir sur les 25 films, déjà parce que je les ai pas tous vus, et de deux, parce que tout simplement j'aime pas la saga James Bond. Alors, j'aime pas, c'est un peu plus compliqué que ça, d'ailleurs c'est faux, je sais pas que j'aime pas, par exemple j'adore la saga de Daniel Craig, par exemple, mais disons que je suis pas fan de la saga en intégralité. Ça va être la première partie de ce podcast, je vais parler de la relation que j'ai par rapport à toute la franchise de 1962 à 2021. Déjà ça va être assez vite parce qu'en fait j'ai vu 6 ou 7 films, voilà, donc ça fait pas beaucoup. J'ai vu donc les 5 de Daniel Craig, j'ai vu GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Meurt un autre jour, et c'est tout je crois. Ah oui, et j'ai vu le tout premier James Bond contre Dr. No. Donc j'ai pas vu les Roger Moore, j'ai pas vu le George Lazenby, et j'ai pas vu aussi les Timothy Dalton, qui sont d'ailleurs justement ceux qui se rapprochent de ceux de Daniel Craig, hein. On les cite souvent parce que c'était l'inspiration qu'a eu les réalisateurs pour créer, on va dire, la nouvelle saga de Daniel Craig. Donc oui, j'en ai vu 9 sur 25, donc c'est vraiment maigre, et c'est pas du tout assez me prétendre connaisseur de la saga, et je pense pas non plus être fan de la saga tout court, parce que c'est pas mon époque, en tout cas je parle des anciens, c'est pas ma génération, et comme beaucoup de monde, je suis rentré dans la saga avec Daniel Craig,
parce que les Brosnan, même si j'en ai vu 3, je n'aime pas du tout. Encore GoldenEye passe parce que c'était quand même bien réalisé à l'époque, mais moi j'aime pas Brosnan dans le rôle, et je trouve ça un peu caricatural. Après voilà, le GoldenEye passe, mais après je crois que les autres de Brosnan sont vraiment pas bons. Et donc oui, en reparlant de Daniel Craig, bah c'est quand même le mec qui a fait complètement bousculer toute la saga dans une dimension beaucoup plus brutale, assez violent, aussi humain et émotionnel. Alors, je vous apprends rien, hein, mais si les James Bond de Daniel Craig ont aussi bien marché, c'est surtout car en fait, il reflétait une certaine compassion à travers son personnage principal, qui a pris une dimension beaucoup plus sombre et beaucoup plus humaine en fait, par rapport à l'époque des années 2000 aussi, hein. Le film s'inscrit dans une période, on est mi-2000 et début 2010. À l'époque, on a les Batman de Nolan, on a la saga Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, qui sont quand même des franchises qui en fait ont pris en maturité au fur et à mesure des films. On a eu les Harry Potter, ça a pris une tournure assez sombre, et pareil même pour les films de Nolan ou pour même Le Seigneur des Anneaux dans un certain sens. Et du coup oui, je suis un grand fan de la saga avec Daniel Craig, enfin grand fan. Les films se valent pas tous, même si j'ai beaucoup de sympathie pour les 5 films en général. C'est un peu bancal. Mais par contre, j'adore Daniel Craig dans le rôle. Il est parfait pour moi. Vraiment, dans la pentalogie, Daniel Craig, il est parfait. Il est parfait dans le rôle. Vous savez autant que moi ce qu'il a pu apporter dans la saga. Tout ce qu'il a pu apporter d'émotionnel, de violent, de brutal aussi. Je me répète un petit peu depuis Casino Royale. Et du coup, moi, je découvre James Bond en 2012 avec Skyfall. Skyfall qui, je pense, est devenu un de mes films d'action préférés de tous les temps. Je dirais même, en fait, un de mes films préférés tout court, parce que je crois que je le découvre à une période où je suis quand même assez jeune, et du coup, je suis en train de construire, on va dire, une formation cinématographique, et j'avoue que ce film m'a beaucoup apporté, étonnamment émotionnellement. Pour moi, le film est parfait, autant dans la réal de Sam Mendes, le rythme, le scénario, la musique de Thomas Newman. C'est du grand art sur à peu près tout, la photo de Roger Deakins par exemple, le méchant de Bardem, incroyable, le générique de début, avec la musique d'Adèle qui te fout des frissons, mais pas possible pendant au moins 3-4 minutes, c'est exceptionnel. Le début avec la fausse mort de Bond qui était un concept génial, le final dans la maison qui rappelle en fait les origines un peu celtiques de James Bond, on finit dans quelque chose de plus intime et pourtant beaucoup plus émotionnel aussi, la mort de M. Vous vous rendez compte que c'est vraiment ce Skyfall, c'est le James Bond parfait en excellence, dans à peu près tout. Je crois que j'ai jamais vu un film d'action aussi bon sur presque tous les aspects. Je crois que vraiment c'est peut-être mon film d'action préféré. Et qu'ensuite j'ai vu Casino Royale, que j'ai adoré aussi bien évidemment. Ça a été la renaissance de la saga, tout ce que le film a pu apporter, surtout que Casino Royale passe après Meurt un autre jour, qui était catastrophique. Il y a eu un épuisement de la licence après ce film, et Martin Campbell qui avait déjà réalisé GoldenEye, donc le mec il fait GoldenEye qui était déjà un très bon James Bond, un très beau succès. Il revient pour encore redonner un coup de fraîcheur à la saga. Le mec c'est un génie hein, le gars. Et bon, c'est encore des enfonçages de portes ouvertes, mais vraiment, pour énormément de personnes, moi j'étais réticent, je connaissais pas James Bond à l'époque, et moi je suis rentré dedans direct. Il y a même des personnes que je connais qui n'aimaient pas du tout les James Bond, que ce soit de Sean Connery, de Roger Moore, etc., même de Brosnan. Ils ont commencé à Casino Royale, ils ont suivi jusqu'au final avec Mourir peut attendre. Ils ont tous suivi le train en marche, donc c'est assez impressionnant de voir ça, et vraiment, je crois que c'est que Daniel Craig qui a réussi à faire ça dans toute la saga Bond. Et pourtant, c'est assez paradoxal parce que le film a provoqué un tollé hallucinant à sa sortie, enfin même pas à la sortie, mais c'est surtout à l'époque où on apprenait que James Bond allait être joué par un acteur blond, aux yeux bleus. Il paraissait beaucoup plus massif, beaucoup plus musclé, beaucoup plus robuste. Et en fait, il changeait complètement de physique et de style. Pour les fanatiques de 007, c'était impossible, ça fonctionnait pas. Et c'était une catastrophe pour les fanatiques. Et pourtant, quand le Casino Royale est sorti, le film a fermé la bouche à tout le monde. Et même ceux qui n'aimaient pas James Bond, eh ben, ils ont commencé à aimer. Donc c'est quand même assez fou ce que le film a réussi à faire. Et donc ça a provoqué une petite révolution dans la saga. Alors bien évidemment, le film, il est génial. L'intro en noir et blanc, pour te contextualiser avec le fait qu'il avait le permis de tuer, qu'il a réussi à avoir les 2 zéros du matricule 007, c'était génial. Le générique en rock avec la voix de Chris Cornell, qui a jamais été fait auparavant, je crois qu'il n'y avait jamais eu une voix d'homme. C'était la première fois que ça arrivait, donc ça a changé complètement. Alors avec du rock, ce qui est encore pas vraiment en lien avec l'ambiance James Bond,
Il y a eu Mads Mikkelsen en méchant, le chiffre, c'est là où on a découvert le talent qu'avait Mads Mikkelsen. La scène de torture, là aussi, pour une scène inoubliable, où je crois que c'est la première fois qu'on voit James Bond s'en prendre autant plein la gueule. Bien évidemment, Vesper aussi, la relation qu'avait James Bond avec Vesper, qui a été le premier idylle amoureux, qui était super aussi, extrêmement émouvant. Et bien évidemment aussi la fin à Venise, qui est super poignante, qui est super bien réalisée. Et du coup, ouais, ça a été le premier film où on commençait vraiment à avoir peur pour la santé de Bond, quoi. Parce que je crois qu'il est quand même 2-3 fois vraiment mis en danger, mais véritablement, quoi. Il peut mourir à chaque instant. Et c'est quelque chose qui est jamais arrivé dans la franchise, hein, globalement. Et après Casino Royale, on a eu la catastrophe Quantum of Solace. Ah là là, alors ça, c'est vraiment le vilain petit canard de la saga. C'est le film qu'on a à peu près tous oublié, d'ailleurs, hein. C'est pour une bonne raison, c'est que le film est absolument nul à chier. Si c'est pas bon parce que le film est absolument mal réalisé. Les scènes d'action sont illisibles, c'est assuré, cuté, mais surcuté comme pas possible. Son histoire, je l'ai complètement oubliée, je crois qu'elle avait pas beaucoup d'intérêt. Et le clou du spectacle, c'était Mathieu Amalric en méchant. Alors là, c'était ridicule. Alors pourtant, j'adore Mathieu Amalric, c'est un super acteur, mais alors, je trouve pas déjà qu'il ait vraiment le charisme pour jouer un méchant. Quoique, on sait jamais, hein. Mais il est dirigé d'une manière mais qui est abominable. C'était pareil pour l'autre actrice que Olga Kurylenko, actrice française ou franco-ukrainienne. Je l'aime bien cette meuf, mais alors elle sert à rien dans le film. C'est vraiment une poupée qui ne sert à rien, une poupée de chiffon. Là aussi, une espèce d'oubli de James Bond girl un peu nulle. Et donc ouais, on a des acteurs qui sont souvent bons, et alors là on en fait vraiment absolument rien, ou alors on part dans le ridicule. Et en même temps, quand tu connais le réalisateur qui s'appelle Mark Foster, quand tu vois que c'est le mec qui a réalisé World War Z après, qui est je crois le pire film de zombies que j'ai vu, tellement il est mal réalisé, il est catastrophique, j'ai jamais vu un film de zombies aussi mal exécuté. Tu te demandes ce que Brad Pitt est allé foutre là-dedans. Bah tu sentais déjà que ouais ça allait pas être bien, quoi, vraiment c'est un piètre réalisateur. Alors il faut aussi savoir que le film est sorti dans un contexte très compliqué en 2008 je crois, mais pendant sa production il s'est passé quelque chose qu'on a eu récemment à Hollywood, mais sauf que là c'était la première révolution, on a eu la grève des scénaristes en 2007. Ça a impacté énormément de séries et de films, et justement ce Quantum of Solace a été l'une des victimes, car le film il n'a pas arrêté de changer de script, de scénario, de point de vue. Il y a eu énormément de réécriture, et d'ailleurs je crois que Daniel Craig avait même participé à l'élaboration du script. Je sais que Daniel Craig, dans la saga James Bond, il a eu un rôle de producteur, mais je me demande s'il avait pas eu aussi un tout petit rôle de scénariste sur 2-3 films. Je crois qu'il a quand même son mot à dire depuis Skyfall ou depuis Spectre. Et donc ouais, il participait justement à l'écriture. C'était tellement la merde à l'époque, il n'y avait pas de scénariste, enfin bon bref. Et du coup oui, on se retrouve avec un film, un monstre de Frankenstein, quoi. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, le scénario est pas terrible, et si en plus on a un réal qui est vraiment pas du tout bon, il est pas du tout compétent, bah ça donne un film raté. Et ce Quantum of Solace, c'était le ratage après l'excellent Casino Royale. Heureusement que Skyfall est arrivé après, parce que vraiment il a sauvé les meubles en faisant même mieux que Casino Royale. Donc voilà. Et justement, on parle de Skyfall. Après Skyfall, il y a eu le dernier film avant celui qu'on va parler aujourd'hui, No Time to Die. Il y a eu Spectre. Alors Spectre, il était extrêmement attendu parce que c'était l'après Skyfall. C'était la suite, enfin c'est pas vraiment la suite, parce que Skyfall, ce qui est bien avec Skyfall, c'est que c'est le seul James Bond de la saga Craig, hein, qu'on peut voir sans avoir vu ni Casino Royale, ni Quantum, ni Spectre, ni voilà. C'est pour ça que j'ai commencé avec Skyfall d'ailleurs. Vous pouvez le voir uniquement, c'est-à-dire que si vous voulez pas suivre la saga, vous avez qu'à voir Skyfall, il est complètement différent des autres. Chronologiquement, tu peux le mettre au début, à la fin, au milieu, il y a aucun lien narratif, donc ça c'est intéressant. Et du coup Spectre, bah on revient sur une toute nouvelle histoire, bon, qui suit les événements bien évidemment, mais sur une nouvelle histoire avec Spectre. Et le problème, c'est que on l'attendait énormément, parce que c'était la suite pour Sam Mendes, qui reprenait le rôle de réalisateur, et le film a été extrêmement décevant. Alors, j'ai été assez déçu lors de la sortie, parce que tu passes après Skyfall, c'est extrêmement compliqué, et tu vois le film en intégralité, bah t'es légèrement déçu, sur le scénario principalement, et c'est là hein, d'ailleurs où énormément de personnes ont assez critiqué le film. C'était son scénario qui était assez mal écrit et mal construit,
et ça je vous l'avoue c'est le plus gros point noir du film, en fait la volonté de Sam Mendes avec Spectre, parce que je crois qu'il voulait pas faire un troisième, hein, je crois qu'il en a fait 2 et il était content, le point de vue qu'il voulait avoir c'était que Spectre devait être le point final de toute la saga Craig, c'est-à-dire que tous les méchants du chiffre jusqu'à Silva mais aussi Blofeld hein, devaient avoir un lien avec l'organisation Spectre. Et le problème, c'est que en fait, ça crée un bordel d'incohérence. En gros, tous les méchants devaient bosser pour le Spectre, et en fait, ça donne une énorme incohérence. Et je prends l'exemple de Silva, le personnage de Silva qui est joué par Javier Bardem dans Skyfall. Lui, sa volonté, ses intentions, c'était juste de se venger de M, et c'est ce qu'il fait tout au long de Skyfall, ou en tout cas dans la deuxième partie de Skyfall. Et du coup, en fait, les motivations deviennent complètement bafouées, complètement incohérentes, parce qu'en fait, on apprend qu'il bossait pour Spectre, mais de quelle raison? C'est un ancien agent de M. Qu'est-ce qu'il foutrait à bosser avec le Spectre, qui est une organisation qui, justement, il est là pour l'attaquer ou pour essayer de comprendre leur intention. Donc ça fausse complètement, donne une grosse incohérence, et ça provoque un bordel dans toute la saga, ce qui était énormément dommage. Le scénario est pas très subtil aussi, c'est assez forceur, c'est assez lourd, parce qu'il y a aussi un lien qui unit Blofeld avec le personnage de Bond. Tu vois le film, tu te dis ok, c'est vraiment pas subtil du tout. Et en fait, tu te rends compte que malgré le fait qu'il y a un talent inné de plasticité avec Spectre et Skyfall, tu vois que les deux scénarios n'ont pas été écrits de la même manière. Et là où il y avait une magnifique subtilité, enfin vraiment le Skyfall était vraiment ultra subtil dans son scénario, dans ce qu'il voulait raconter par rapport à James Bond, etc. Spectre, c'est tout l'inverse. C'est vraiment le truc le plus forceur, le plus nul, le plus bas du front, en essayant de faire des espèces de liens qui étaient complètement inconnus avec James Bond, le père, le machin, etc. La fille qui était aussi le personnage joué par Léa Seydoux, qui était aussi la fille de Mr. White de Casino Royale. Putain, ça se mélange, et ça se mélange tellement mal. Et ouais, ça fonctionne pas du tout, quoi. Et du coup, on se retrouve avec un film décevant dans ses attentes, surtout que Spectre, en fait, le problème, c'est que c'est quand même l'élément central dans James Bond, c'était quand même dans Dr. No, etc. Et en fait, il a mal été introduit, ou plutôt mal été réintroduit pour... c'est une réintroduction moderne, mais ça fonctionne pas du tout, quoi. Pourtant, on a Christophe Waltz, qui est un super acteur. Si vous l'avez vu dans les Tarantino, il est exceptionnel. Il est bon dans Blofeld, j'ai pas grand chose à dire, mais le problème c'est qu'on le voit pas assez, et il paraît pas plus menaçant que d'autres méchants qu'on a vu dans James Bond. Mais bon, vu que Christophe Waltz il est très bon dedans, ça va, parce que l'acteur est bon, mais après, le méchant, on s'en fout un petit peu, quoi. C'est loin d'être le personnage de Bardem ou du Chiffre qui avait cette espèce de charisme qui ressortait, et aussi quelque chose de malin, de véritablement malin qui ressortait sur les deux personnages, et qu'on n'a pas trop dans Spectre. Genre le mec il se fait avoir assez rapidement, quoi. Avec l'espèce de bombe à la fin, où le mec il arrive à sortir de son espèce de laboratoire là secret assez rapidement, donc c'est un peu con, quoi. Donc après plusieurs visionnages, je trouve que le film garde une certaine sympathie. C'est vrai que j'étais assez déçu à l'époque, mais je trouve qu'il y a de l'action à gogo, c'est très bien réalisé, c'est aussi beau que Skyfall, l'action est super bonne, je reprends ça là bien évidemment à la scène d'intro en plan séquence, à la fête des morts, et l'ambiance divine de l'événement, tout ça filmé en plan séquence, en plus c'est une des meilleures intros de James Bond, c'est génial. La musique de Sam Smith, que j'aime bien aussi, je trouve qu'elle est bien, bon, la voix de Sam Smith c'est un peu compliqué parce que ça part dans les aigus et c'est un peu ridicule, mais je trouve la musique très belle, elle est très éloquente, elle est assez royale, voilà, c'est vraiment une musique de James Bond un peu plus vieux, on revient sur quelque chose de plus traditionnel, mais c'est très sympa, et même si ça reste un James Bond bancal, j'ai quand même une sympathie, voilà, le film passe bien, c'est bien réalisé, c'est bien shooté, mais niveau scénario, en effet, on est sur vraiment le scénario le plus mal écrit de la franchise. De Daniel Craig, bien évidemment. J'ai oublié de parler de Léa Seydoux, même si bon, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai aucun problème contre cette actrice, hein, vraiment. Parce que je sais qu'elle s'en prend plein la tronche, mais alors là, je ne peux pas. Son personnage est antipathique, et alors elle joue pas bien du tout. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc ouais, c'est un James Bond bancal, mais j'ai un peu de la sympathie pour celui-ci, donc bon. Et du coup, à l'époque, on pensait que Spectre devait être le dernier opus des aventures de Daniel Craig, parce que l'acteur, il avait maintes fois expliqué qu'il en avait marre,
parce que il s'était fait des dizaines de blessures, parce que je crois que c'est lui-même qui fait ses cascades, donc il en avait un peu ras le cul de faire ses propres cascades, et je pense que bon, il s'était dit 4 films c'est bien, etc. Deuxièmement, parce qu'à la fin de Spectre, en fait tout semblait se remettre dans l'ordre, c'est-à-dire que on accordait une potentielle conclusion de la saga de Daniel Craig avec le personnage de la Seydoux, qui quitte définitivement en fait les services sociaux pour une nouvelle vie, donc en fait tu me disais ouais, pourquoi pas. Bon, c'est pas une fin spectaculaire, mais c'est plutôt une bonne conclusion pour la saga Bond, pour la saga de Daniel Craig. Cependant, il aurait été quand même un peu trop simple de faire partie l'acteur qui aura autant donné autant pour lui que pour le personnage, sur une note un peu décevante. Et justement, il fallait justement un dernier tour de piste, grandiose à la hauteur de la saga qui a été initiée en 2006, qui aura donné ses lettres de noblesse de toute la franchise globalement. Et donc, on apprend en 2018 que Danny Boyle est potentiellement pris pour le nouveau, en tant que nouveau réalisateur. Évidemment, réalisateur britannique, ça me paraît logique. Cependant, on apprend qu'il part pour différents créatifs. D'ailleurs, vous allez voir que beaucoup des idées de Danny Boyle dans ce James Bond restera en fait dans le scénario final, globalement. Et en septembre 2018, on annonce un nouveau réal, Cary Joji Fukunaga, réalisateur et showrunner de la saison 1 de True Detective, donc déjà... en tant que réalisation, c'est du lourd, parce que c'est un excellent réalisateur, je crois qu'il a fait 2-3 films aussi, mais quand tu réalises la première saison de True Detective, c'est que t'es quand même quelqu'un d'assez compétent, c'est une superbe série bien évidemment, je parle de la saison 1, hein, j'ai pas vu les autres saisons, et donc il va assurer la relève et aussi conclure la saga Craig, et donc le film doit sortir en février 2020 pour un tournage en 2019, ou un tournage plutôt... fin 2018 et globalement 2019, mais bien évidemment, ça aurait été si simple s'il n'avait pas eu un putain de virus pour nous casser les couilles. Le film, en fait, il est reporté à avril 2020, bon, quelques mois seulement, mais bien évidemment, la pandémie, elle a fait plus que 2-3 mois, donc il va encore être reporté pour novembre 2020, mais c'est encore la merde, vu que les cinémas sont fermés, donc le film est reporté, je crois, que c'est le film qui a été le plus remporté du Covid avec The Batman globalement. Il s'est pris au moins un an dans la gueule, c'est énorme. Et du coup on se dit bon, novembre 2020, février 2021, on croise les doigts, on se dit que c'est bon, on va enfin pouvoir voir ce putain de film. Et on se dit, c'est bizarre déjà, un James Bond qui sort en février, ça paraît pas, c'est pas logique. Et bien évidemment, les salles de cinéma sont fermées en février 2021, on se dit bon... Déjà il faut le sortir plutôt en automne parce que tous les James Bond sortent mi-octobre, mi-novembre. Donc bien évidemment, le film sort pour octobre 2021 et enfin, c'est bon, on va enfin pouvoir le voir. Bon, ça paraît logique de le sortir en octobre pour James Bond, mais enfin le film sort, en tout cas pour nous, le 6 octobre 2021. Donc on se dit que déjà, le film est mal parti parce qu'il y a eu un nombre incalculable de reports. C'est déjà un film, en fait, c'était déjà un film maudit en fait. Et enfin, on a pu mettre les mains 2 ans après sa post-production, c'est-à-dire que le film a été tourné en 2019 et on a pu le voir en 2021. Quand même, c'est énorme. Et verdict, tout ça pourquoi ? Pour un des films qui a le plus divisé de la saga, vraiment. Ça a une division sévère. Le film était giga attendu, et quand tu vois la proposition, en fait, normal que le film divise, en fait. Et je crois même que c'est le James Bond qui a le plus divisé, encore plus qu'un Spectre, etc. Et de mon côté, pareil, je connais des gens qui ont adoré, comme des gens qui ont détesté, qui n'ont pas aimé la proposition. Et bien évidemment, vu qu'ici, je suis là pour défendre des films, vous connaissez déjà mon point de vue sur ce film, je suis là pour la défense du film, car figurez-vous que, tiens, j'ai beaucoup aimé le film à sa sortie, et bien évidemment, j'ai préféré prendre ce film, ou en tout cas ce James Bond, car, premièrement, James Bond refait parler de lui, récemment, avec le rachat d'Amazon, en février, je crois. On a découvert le nouveau réalisateur pour Bond 26, Denis Villeneuve, aux commandes. Et donc, je parlerai de tout ça dans une deuxième partie, parce qu'il faut parler quand même de l'avenir de James Bond. Sans oublier de parler un petit peu d'un prochain jeu vidéo qui va sortir, je crois, en 2026. Et deuxièmement, pourquoi j'ai choisi ce film ? Globalement, c'est un film mal aimé et mal compris. Et il faudrait vraiment essayer de comprendre, en fait, les intentions qu'a eu le réalisateur et les autres scénaristes pour ce dernier opus, qui a quand même, en fait, qui fait même dans un certain sens office de conclusion définitive de la saga tout entière, hein. Je vais en reparler après. Et donc bien évidemment, j'étais ressorti du film quand même assez satisfait, tout autant que ça... Enfin, je vais même vous l'avouer, je crois que je suis sorti assez ému quand même, car je m'attendais absolument pas à cette fin. Pour ceux qui l'ont vu, vous le savez très bien. Un peu comme tout le monde, hein. Personne ne pensait qu'ils oseraient faire quand même une chose pareille dans une franchise qui a quand même plus de 50 ans. Voire même, proche des 60.
Donc globalement, j'ai aimé la proposition de Fukunaga, tout autant que sa volonté de proposer en fait un énorme divertissement, un énorme spectacle de 2h40, aussi divertissant que long, et en effet il se passe énormément de choses, et en soi t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer dans ce film. Je trouve le film un peu mal rythmé à un certain moment, mais on peut pas non plus dire que le film soit super chiant, et bien évidemment on est dans une ère où la plupart des grosses productions hollywoodiennes ou d'autres font quand même le strict minimum sur les décors, la réalisation ou par exemple les effets spéciaux. Bah en fait là tu vois que c'est tout l'inverse. En fait ça fait vraiment du bien de voir un blockbuster avec autant de décors naturels, de beaux décors, de beaux plans, très peu d'effets spéciaux numériques, j'en ai pas vu du tout. Je pense au début à Matera, c'est magnifique, ça donne juste envie de voyager, qui comporte des paysages italiens somptueux. T'as aussi la Jamaïque où James Bond va s'exiler pendant quelques temps. On a Cuba aussi, c'est génial, les plans à Cuba, quand tu vois les décors, l'action, c'est génial. Et même le climax qui est vraiment bien exécuté, en fait ce climax ça rappelle beaucoup la base des méchants à la vieille école de James Bond, mais pas comme dans Spectre, là c'est vraiment comme dans les premiers James Bond où c'est le truc, c'est la base secrète sur une île, et donc ça rappelle quand même une certaine vieille école à la Sean Connery, mais c'est la British Touch, donc ça fonctionne, ça fait effet, ça fait pas du tout caricatural ou ridicule. Mais si le film a été salué par sa plastique, sa réalisation ou encore son sens de l'action et du divertissement même, c'est bien sûr sur un point de vue scénaristique que le film a fait couler pas mal d'encre. Oh que oui. Alors pourquoi ce film il a été autant critiqué? Alors on va dire quels ont été les reproches qu'on lui a fait, qui sont quand même assez nombreux. Alors on va rentrer dans une partie spoiler parce que je vais devoir quand même argumenter sur certains points. Donc premièrement, quel a été le principal reproche qu'on lui a fait? Donc son premier reproche, ça a été son scénario, qui a été jugé pour beaucoup assez long, et surtout en fait qui se disperse beaucoup trop sur certains points narratifs. En fait, certains spectateurs ont trouvé que le film, en fait, il souffrait de longueur, avec des récits qui multipliaient les sous-intrigues, comme par exemple celle de Madeleine, celle de Mathilde, la petite gamine, la petite fille, de Safin le méchant, ou encore de Spectre, par exemple. Alors, toutefois, faut quand même bien savoir un truc, c'est qu'il s'agit ici de devoir conclure tous les arcs narratifs depuis le premier film Casino Royale. C'est pour ça que dès le début, on a un élément qui va faire revivre en fait certains traumatismes sur James Bond à travers Casino Royale. Et en fait, justement, Mourir peut attendre, en fait, il se contente pas de faire juste un simple film d'espionnage autonome, mais il faut qu'une saga feuillonnante, en gros, qui était quand même assez inédit dans la franchise, ça n'a jamais été fait avant, car en fait, chaque film de la saga Craig, hormis Skyfall bien évidemment, se suivent narrativement, et en fait l'ampleur est assumée, c'est une conclusion, vraiment c'est une conclusion et pas juste un simple épisode, faut bien se remettre dans le contexte. Et du coup on comprend avec Spectre qu'il faut tout conclure, parce qu'on a établi des éléments depuis le film Spectre, donc bien évidemment il faut savoir réussir à tout conclure. Après je reconnais que le film a parfois des détours un peu scénaristiques qui ralentissent le rythme, mais pour un film qui dure quand même 2h43, le film, et pourtant d'ailleurs c'est le film le plus long de la saga, le film marche, le film fonctionne, c'est absolument pas indigent, contrairement, ça je vais en revenir, contrairement à un certain film qui est sorti récemment, qu'on compare souvent avec James Bond, parce que c'est une saga qui a été assez prolifique, le dernier Mission Impossible, The Final Reckoning, qui est une indigestion. Pour moi, c'est assez dingue, le film est... Je dis pas que j'ai détesté, mais j'ai trouvé le film très très moyen, le film est surligné, il est verbeux, il est pompeux, il est faussement complexe, putain, sans déconner. Il y en a qui ont critiqué le scénario du dernier James Bond, mais alors celui de Mission Impossible, c'est tellement faussement complexe, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire la plus basique possible, mais ils essayent de te la complexifier avec ces espèces de longs dialogues chiants, et putain, mais dans ce dernier Mission Impossible, t'as au moins 1h30 où les personnages ne font que parler, et il n'y a pas d'action, et c'est chiant, quoi. Et en plus, il est long, il dure quand même 2h50, et pour raconter un scénario un peu claqué et fumeux, je préfère encore le dernier James Bond à ce stade, donc oui, bien évidemment. Donc la deuxième chose qu'on reproche, en fait, au film, c'est son méchant, Safin, qui a souvent été jugé assez décevant, et surtout quand on connaît l'acteur. Alors, Lucifer Safin, il y a une certaine référence avec Satan, avec Lucifer, ok. Il a été perçu en fait comme un antagoniste un peu mal exploité, qui manque de charisme et de développement, et surtout en fait quand tu compares aux autres adversaires de la saga, surtout de la saga Bond.
enfin de la saga Craig plutôt. Et ces reproches, en fait je suis à la fois en faveur et en désaccord parce que quand on passe après Mads Mikkelsen, après Javier Bardem et même de Christoph Waltz, il a quand même donné des performances inoubliables dans leur rôle de méchant en grande menace, surtout pour le chiffre et pour Silva. Quand tu passes après ces méchants, et que tu vois Rami Malek qui tente de vouloir amener une nouvelle vision, il paraît un peu comme une ombre, comme une menace. Il paraît même physiquement pas très dangereux d'ailleurs, il est plus malin qu'autre chose. Et le personnage apparaît en fait comme un adversaire assez médiocre. D'ailleurs, j'ai jamais vu en fait un méchant se faire déglinguer aussi rapidement. C'est-à-dire le mec se fait humilier en 3 secondes, et en plus d'être assez ridicule, il se fait péter un bras. Donc même si je trouve que bien évidemment autour de la menace paraît pas si présente que ça, le mec paraît pas très dangereux d'ailleurs, on était obligé de lui foutre des espèces de vieilles cicatrices, de vieilles blessures, qui étaient pas très bien maquillées d'ailleurs, pour essayer de donner un contexte un peu plus monstrueux. Ça fonctionne pas des masses. Cependant, je trouve que le personnage de Safin, il a pas été pensé comme un grand méchant. En fait, il a été pensé comme une ombre. Comme je l'ai dit auparavant, en fait, il incarne une menace presque abstraite, une sorte de figure glaciale qui agit en coulisses. Et d'ailleurs, en fait, cette idée de figure glaciale se justifie avec l'introduction du film, toute l'introduction qui est un flashback sur la vie de Madeleine, quand elle est toute petite. Et on a cet exemple avec le masque à moitié arraché et explosé, et en fait qui est une espèce de en fait qui se veut comme une métaphore d'une présence cachée et fantomatique. D'ailleurs le masque justement va faire revenir les traumatismes pour quand elle était gamine, Madeleine, parce que le masque est transmis par Safin pour Madeleine plusieurs années après. En fait, son rôle, il est pas là pour briller, mais de catalyser la tragédie personnelle de Bond. En fait, c'est un choix audacieux de déplacer le centre de gravité narratif de l'antagoniste vers le héros. Et d'ailleurs, je trouve en fait que Rami Malek, qui est assez juste dans le film, étonnamment, et je le trouve assez juste, et tout jeu en fait se fait dans sa voix et son regard. Et en fait ça fonctionne car c'est en fait, de base, Rami Malek c'est quand même un très bon acteur, et j'avoue qu'il fait pas comme les autres méchants de la franchise, donc en fait il y a un peu d'originalité, mais pour autant il n'est pas à la hauteur par rapport au personnage de Bardem, qui est par exemple inoubliable dans Skyfall. Un autre reproche qu'on lui a fait, c'est aussi sa tonalité, qui a souvent été jugée beaucoup trop sentimentale. En fait, certains reprochent au film de privilégier l'émotion, c'est-à-dire que par exemple on a Bond en père de famille, l'histoire d'amour qui est assez centrale, ou au détriment du rythme et de l'action spectaculaire attendue. Alors, je pense en toute honnêteté que cet argument est quand même assez bidon et complètement lunaire. Toute la saga Craig est justement posée sur l'émotion du personnage. Il faut quand même que je vous rappelle certaines choses la mort de Vesper, qui va construire le personnage de Bond pour être un homme beaucoup plus fort. La mort de M dans Skyfall, c'est comme une perte maternelle pour James. L'avènement aussi d'un nouvel Eden amoureux avec Madeleine à la fin de Spectre. Donc bien évidemment, au fur et à mesure des films, l'émotion va continuer à se multiplier jusqu'à atteindre son point final à la fin de No Time to Die. L'émotion, c'est ce qui distingue en fait Mourir peut attendre des autres Bonds. En fait, l'espion froid et invincible laisse place à un homme qui aime et souffre. Et la présence de Madeleine et de Mathilde, la petite gamine, la fille de James Bond, rend son personnage de plus complexe et tragique. Et en fait, cette humanisation, elle est précisément ce qui donne en fait au film sa puissance unique et sa forme bien évidemment touchante. Et d'ailleurs, cette tonalité, en fait, elle se renforce avec bien évidemment la musique originale chantée par Billie Eilish. Alors là aussi, beaucoup vont pas être d'accord, que je trouve super. C'est-à-dire que là aussi, elle a une voix puissante, mais c'est une voix très différente des anciens James Bond. C'est pas Tina Turner, c'est pas Adele, mais en fait, le côté sombre de la voix de Billie Eilish rappelle encore une fois la volonté de changer de style musical depuis le début de la saga. Dans les génériques d'intro, on veut une tonalité beaucoup plus sombre et on le sent à travers la voix de Billie Eilish. Ça rappelle encore une fois le rock dans Casino Royale de You Know My Name. En fait, prenez une voix d'homme dans un style purement rock, et c'était déjà une prise de risque louable et originale à l'époque. Et donc oui, j'aime beaucoup le son de Billie Eilish, qui apporte une forme de mélancolie et de fin de saga, assez bien interprétée, je trouve. Et c'est peut-être même la musique la plus émouvante de toute la saga Bond, tout entière même. C'est pas la meilleure musique aussi, mais c'est une très bonne chanson. D'ailleurs, j'aime bien aussi la BO de Hans Zimmer, un peu quelconque à certains moments, mais je trouve qu'il arrive à bien se rattraper à la fin. Et justement, le dernier reproche qu'on lui a fait, le dernier gros reproche, qui va être divisé en deux parties, sur deux exemples bien précis, qui ont fait polémique pour les 007 fanatiques. Alors premièrement, James Bond et papa. Et oui,
Le wokisme a pris maintenant la licence James Bond sur l'espion britannique, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un truc. J'ai oublié de parler du personnage de Nomi. Alors, je parlerai du casting après, mais j'ai oublié de parler de Nomi. La nouvelle James Bond. Mais oui, c'est pas la nouvelle James Bond girl, c'est la nouvelle personne qui a repris le matricule James Bond. Bah oui, vu que James Bond se barre en Jamaïque après ce qui s'est passé au début. Donc donc elle remplace 007, donc ça fait polémique ça aussi, pour des raisons la con, même si je trouve pas le personnage super bien développé, mais je me dis qu'en fait on a juste rapproché le personnage de caricaturer Bond, parce qu'il est remplacé par une femme noire. Vraiment, j'ai compris vraiment pourquoi on a craché sur le personnage pour ça. Si c'est ça votre combat les mecs, c'est vraiment ridicule. Faut savoir que dans le film, il y a un esprit de compétition entre les deux personnes, entre Nomi et James, pour savoir qui sera le meilleur, qui arrivera à répondre à la mission avant, etc. Il y a une concurrence entre les deux qui va permettre à chacun de se comprendre jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, le personnage de Nomi, en fait, respecte quand même Bond, c'est-à-dire que c'est pas son supérieur, mais c'est juste comme un coéquipier, et ils se respectent mutuellement. Et elle redonne le matricule, à la fin, n'oubliez pas, elle redonne le matricule 007 à James, par respect pour son coéquipier, et à la fin, ils forment un duo. Pour la dernière mission finale, ils forment un duo qui fonctionne très bien à la fin. Donc je comprends pas pourquoi on lui a tombé sur sa tronche à cette pauvre meuf, parce qu'à l'époque on avait entendu dire qu'on voulait changer James Bond en une femme, etc. Bon, c'était des théories complètement fumeuses et foireuses. Et du coup ça me paraît logique que ce soit ce genre de personnage qui reprenne complètement le rôle et le matricule de Bond, surtout maintenant à notre époque. C'est pas du tout caricatural, c'est fait d'une manière assez juste même. Donc ça c'était juste la petite parenthèse pour revenir sur là aussi un autre truc qu'on avait critiqué pour des raisons qui me paraissaient quand même assez futiles. Donc revenons sur le papa pool James Bond. Donc j'ai entendu tout et n'importe quoi sur le sujet de James Bond qui est papa. Donc ça correspond pas à James Bond. Bientôt James Bond il va se mettre une pub dans le cul, lol, c'est drôle. Encore une fois, on a rejeté l'idée d'un James Bond père, considérant que ça cassait le mythe du séducteur libre et solitaire pour de mauvaises raisons. Mais en fait, on peut au contraire défendre ce choix comme une évolution logique et riche du personnage. Je suis désolé, encore une fois, mais depuis Casino Royale, Daniel Craig, il incarne un Bond plus humain, marqué par l'amour, son premier amour Sveve Sperlint, qui a été aussi une trahison et une douleur, mais innée chez lui. Et donc la paternité n'arrive pas par hasard, elle prolonge cette humanisation. En fait, Bond n'est plus seulement une machine au service de Sa Majesté, on n'est plus du tout là-dedans. Il devient un homme complet avec un héritage, globalement. Et bien évidemment, le mythe du personnage, il a évolué, et le James Bond des années 60 à 80, il incarnait une certaine virilité froide et séductrice. Du coup, aujourd'hui, le héros doit aussi révéler une autre masculinité, être père, aimer, se sacrifier par responsabilité, c'est pas une faiblesse, mais une nouvelle forme de force. Désolé, mais c'est la vérité. En rendant Bond père, les scénaristes l'ont fait entrer dans une modernité loin du cliché des agents insensibles, globalement. Alors oui, ça déplaît, ça a déplu à certains mecs un peu masculins toxiques à la con, qui refusent de vouloir qu'on change son personnage caricatural, et ils préfèrent un James Bond, le James Bond d'avant. Mais le problème, les mecs, c'est que le monde, il a changé, et James Bond doit aussi changer. Et du coup, ça apporte une modernité à la fois justifiable et émouvante. Et là aussi, je vais me faire incendier en disant ça, mais désolé, mais en fait, le personnage de James Bond, avant Casino Royale, il est pas intéressant, le personnage. Il est nul. Il a pas perdu un proche cher, il paraît très caricatural et un peu vieux jeu. En fait, désolé de dire ça, mais James Bond, c'est un peu comme OSS 117. OSS 117, c'est la parodie ultime, mais on se rapproche d'un OSS 117 comme ce que faisait Michel Hazanavicius avec Dujardin. Et je me le répète, mais le personnage est chiant, désolé, mais c'est vraiment, depuis Casino Royale, c'est la meilleure écriture de James Bond sur cette saga, véritablement. Mais évidemment, je dis ça, j'ai vu un quart des films. Mais même, on le voit quand même, qu'il y a eu une évolution et que le personnage est pas intéressant, on s'en branle. Peut-être qu'ils sont les plus intéressants en livre, et je vous l'avoue, j'avais lu un bouquin, le premier qu'avait fait Ian Fleming, et déjà le personnage était plus intéressant. Mais en film, c'est restreint, et c'est pour ça que Casino Royale, il a eu une révolution, mais majeure dans la franchise. Et je prends aussi l'exemple de la petite gamine, Mathilda. La petite Mathilda, ou Mathilde, je sais plus, c'est pas juste un twist scénaristique, elle rend le sacrifice de Bond beaucoup plus fort. D'ailleurs, je prends l'exemple de la fin, quand Bond il accepte sa mort à la fin, ce n'est pas seulement pour sauver le monde, mais pour protéger sa propre famille.
En fait, cela donne à la conclusion une dimension intime et tragique que la saga n'avait jamais atteint en 25 films. En 25 putains de films, il a fallu attendre 25 films pour voir ça, vous vous rendez compte ? Et justement, ça donne un héritage symbolique fort en fait. En effet, en devenant père, Bond laisse une trace, non pas dans les archives du MI6, mais dans le monde réel, un enfant qui porte une part de lui. C'est beau quand même. C'est une manière de donner un sens à la fin de ce Bond, il disparaît mais il transmet, et ça se justifie à la toute fin, parce que quand t'as le personnage de Léa Seydoux qui dit à sa fille quand elle est en bagnole « veux que je te parle de l'histoire de James Bond » et paf vraiment fermeture des rideaux, etc. Bien évidemment ça donne une vision iconique, transmise de génération en génération. Donc là aussi, en fait, le final est complètement logique depuis le début de la saga qui a été instauré par Daniel Craig. Et c'est sûr que c'est quand même un peu mieux que la pauvreté scénaristique de The Final Reckoning qui te laisse avec une fin frustrante, naze, sans aucun enjeu dramatique parce que Tom Cruise a décidé que non, il fallait qu'il survive à la fin comme si il se considérait pas un peu comme le demi-dieu pendant tout le film. Bah non, il y a zéro émotion et de toute façon la saga Mission Impossible, je crois que depuis Fallout qui est le meilleur de la saga globalement, l'émotion n'existe plus. Là on a décidé de plus développer les personnages, ou alors pas assez, et on s'en branle. Je vais parler très rapidement quand même de Mission Impossible parce que j'ai beaucoup aimé la saga jusqu'à Fallout. En fait pour moi, la franchise elle est à son prime entre 2006 et 2018. Avec le 3, avec Mission Impossible 3, avec Protocol Phantom, Rogue Nation et Fallout. Et en plus, quand Macquarie est arrivé avec Rogue Nation, il remodernise encore plus la saga parce que il se donne un côté un peu Hitchcockien, un peu film d'action moderne. En fait, il mélange les genres et ça donne vraiment des films modernes, super, d'action, etc. Et là, on peut avoir une vraie concurrence avec ce qu'a fait James Bond, ce gars Daniel Craig. Le problème, c'est que après, avec Dead Reckoning et The Final Reckoning, les deux derniers, on s'est retrouvé avec des films complexes pour rien du tout, faussement complexes, parce que les scénarios étaient vraiment écrits à la truelle, avec beaucoup trop de personnages qui étaient souvent mal exploités, avec des tunnels de dialogue, des films gigalongs. Je crois que Dead Reckoning, il durait je crois qu'il avait la même durée que le dernier James Bond, c'était interminable. Et en fait, ce qu'on a reproché aux deux derniers films, c'est d'en faire trop, c'est d'être too much, d'en faire trop de personnages, trop d'intrigues, trop d'action, qui est en plus de l'action surréaliste. Encore, j'aime bien l'action du dernier Final Reckoning. Bon, il y en a pas beaucoup, mais ils se sont un peu... ils ont un peu tenté de faire complètement différent, mais je sais que l'action du 7ème, pour moi, c'était de la repompe, quoi, globalement. Et en fait, ça devient ridicule et complètement too much, quoi. Et c'est pour ça que les deux derniers ont beaucoup moins bien fonctionné que, par exemple, le 6 ou le 5. Et du coup, même si j'ai pas passé un désagréable moment sur The Final Reckoning, en regardant sa conclusion, on dit que c'est pas un final à hauteur, et on se dit que, heureusement, la licence est enfin terminée, enfin, je l'espère, parce qu'on sait jamais, avec eux. Tom Cruise n'est pas mort, il peut peut-être revenir, mais je crois qu'il avait dit qu'il en avait un peu marre, et en même temps, quand tu titres ton film Final... tu te fous pas de ta gueule de ton spectateur, quoi. Tu vas pas dire, en fait, il y a un 9ème Mission Impossible qui doit arriver. Bon, bref. Donc voilà, ça c'était la parenthèse Mission Impossible, parce qu'il fallait que j'en parle, vu que voilà, les deux films ont enfin terminé, les deux sagas ont enfin terminé leur conclusion. Donc fallait bien quand même avoir une petite concurrence. Donc je reviens sur James Bond, donc l'élément qui a provoqué la plus grosse polémique, bien évidemment, c'est la mort d'une icône, c'est la mort de James Bond. Le film a osé tuer James Bond. Et oui, ça a choqué une partie du public quand même, persuadé que en fait l'agent 007 devait rester immortel et intouchable, bien évidemment. Comme si tous nos icônes devaient rester immortels et intouchables. Bref, vous voyez tout ce que j'ai dû dire avant, tout pour argumenter contre le fait que le film était beaucoup trop émotionnel, James Bond papa, etc. Tout ce que j'ai dit sur le personnage de Bond, etc., son évolution, vous reprenez tout ce que j'ai dit et vous comprenez pourquoi James Bond se sacrifiait à la fin. En fait, la franchise de James Bond, elle avait besoin de se réinventer. Quand Craig a incarné Bond, en fait, il a incarné le plus humain, le plus vulnérable. Il a construit sa continuité depuis Casino Royale. Il lui a donné une fin définitive. C'est aller au bout du bout de cette logique. En fait, c'est aller au bout de cette logique réaliste. C'est pas une trahison, mais un aboutissement cohérent depuis Casino Royale. Pour la première fois, Bond paie le prix ultime, non par faiblesse, mais par amour et sacrifice. Alors faire tuer son perso principal à la fin des franchises, depuis quelques années, c'est devenu un peu basique, je vous l'avoue, et c'est plus vraiment risqué. C'est vrai, on a quand même eu récemment Tony Stark, avec le claquement de doigts dans Endgame, on a eu Wolverine dans Logan, et maintenant on a James Bond dans No Time to Die.
Bon, faut bien savoir que si vous voulez un minimum d'enjeux dramatiques dans vos films, il faut quand même qu'on ait peur pour la santé de nos personnages, qui soient mis en danger et qui peuvent potentiellement mourir. Le problème, c'est qu'il faut quand même sacrifier ces personnages, et surtout si ces personnages sont à leur paroxysme au niveau de leur évolution, s'ils ont accompli la plus grande chose qu'ils auraient jamais pu faire. Je veux dire par là que quand Iron Man il se sacrifie, il sauve pas le monde, il sauve l'univers entier. Véritablement, quand Logan meurt, il devient en fait une forme de rébellion et d'espoir dans le monde des X-Men, et où tous les mutants sont devenus des déviants ou des illégaux, tout simplement. Et c'est pareil, je prends l'exemple de Batman, dans la trilogie de Nolan. Batman se sacrifie dans The Dark Knight Rises, il devient un espoir pour Gotham, pour la lutte contre la criminalité. Donc oui, nos héros que nous avons tous suivis tout au long de plein de films, ils doivent devenir des légendes éternelles. Et comment ces figures deviennent des légendes ? Par le sacrifice. C'est tout con, mais c'est la vérité. Donc oui, James Bond, il devient un mythe, à l'image d'Iron Man, à l'image de Batman, de Wolverine, de Maximus, dans Gladiator, du Terminator dans Terminator 2, et bien d'autres figures ultra populaires dans l'histoire du cinéma. Donc, après tous ces reproches, pourquoi le film a été mal vu, et surtout mal compris, et bien évidemment, pourquoi il mérite d'être revu et d'être mieux compris par beaucoup de personnes très sceptiques, à l'image de du premier visionnage par exemple. Donc à la première vision, le choc domine bien évidemment. Beaucoup de spectateurs sont restés figés sur la mort de Bond, vécue comme une trahison, mais en revoyant le film, on comprend que cette fin était préparée depuis Casino Royale. En fait, chaque épisode rapprochait Bond de son humanisation et sa vulnérabilité. La fin demande en fait une lecture émotionnelle, faut aussi comprendre ça, pas seulement spectaculaire. C'était pas un film qui brille seulement par ses scènes d'action, même si la séquence de Matera est vraiment géniale par exemple, mais par sa densité thématique, la paternité, le sacrifice, la transmission ou encore le temps qui passe. Et en fait c'est juste un Bond unique dans l'histoire de la saga. Revoir Mourir peut attendre, c'est saisir ce qui ne ressemble à aucun autre 007. Là où les autres films se contentaient de réinitialiser l'histoire, celui-ci ferme une boucle narrative complète. Il ferme évidemment la boucle de la saga de Craig, mais aussi de la saga complète. Désolé, mais on peut enfin finir James Bond, là, c'est terminé. Alors bien évidemment, il y aura d'autres James Bond, mais pour l'instant, c'est une conclusion d'une saga entière depuis 1962. En fait, il gagne une relecture parce qu'on sait où il va. Une fois qu'on accepte la fin, chaque scène prend une autre dimension. Les adieux, les gestes tendres avec Madeleine ou Mathilde, les doutes de Bond aussi, tout cela devient en fait prémonitoire et donne au film une densité mélancolique assez rare, surtout dans la saga. En conclusion, Mourir peut attendre n'est pas un Bond raté, loin de là, c'est même un Bond trop en avance sur les attentes classiques qu'on pensait à l'époque. Il déconstruit le mythe pour mieux le reconstruire comme beaucoup de films l'ont fait. C'est un film qu'on rejette souvent à chaud mais qui s'impose avec le temps comme une œuvre charnière, loin d'être parfaite, je vous l'avoue, nécessaire et profondément émouvante. Sans oublier son sens de l'action qui est quand même d'une assez bonne qualité, avec une générosité assez belle pour une conclusion de franchise. Et donc, il y a une question que j'ai envie de me poser, même si je sens que je vais me faire tuer. Du coup, Daniel Craig est-il le meilleur James Bond ? Alors, c'est assez complexe de répondre à cette question, déjà parce que je suis absolument pas légitime de répondre, car j'ai vu que 9 films sur 25, donc c'est pas moi qui va vous dire qui va être le meilleur James Bond. Et en plus, c'est des films où j'ai pas vu, y a plein de films où j'ai même pas vu le talent d'acteur des autres qui ont interprété James Bond. Mais dire que Daniel Craig est le meilleur dépend de l'angle qu'on adopte, car chaque acteur a incarné une facette différente du mythe, bien évidemment, mais on peut défendre l'idée que Craig a marqué la saga d'une manière assez unique et inégalée, bien évidemment. Daniel Craig n'est pas forcément le meilleur au sens de l'icône temporelle, est-ce qu'il sera aussi marquant, mais il est sans doute le plus complet, ça c'est sûr. Et il a transformé Bond d'un mythe figé en une personne de tragédie moderne, capable de mourir, d'aimer, d'émouvoir. En ce sens, il est peut-être le Bond le plus important de l'histoire de la franchise. Et je voulais justement placer un petit extrait que j'ai vu à l'époque où le film est à 2-3 mois de sa sortie. Je vais vous montrer un petit extrait, alors vous allez l'entendre quand vous serez en podcast, et vous aurez un peu la vidéo, pour ceux qui le verront sur YouTube, qui représente en fait Daniel Craig en fin de tournage, qui explique que c'est les dernières scènes qu'il est en train de tourner avec l'équipe technique. Et en fait, il remercie tout le monde pour les 15 années qu'il a eues, 15 années de bons et loyaux services dans la franchise. Et ce passage sur le tournage de No Time to Die, en fait, il parle avec émotion de son dernier moment passé au sein de toutes les personnes avec qui il a travaillé depuis le début. C'est une scène assez belle, assez émouvante. D'ailleurs, il y a une petite larme quand même qui sort de Craig à la fin, donc je vais vous la montrer, c'est assez beau quand même.
been doing this for a while, and the some of the people I've actually worked with here, I think most of my career, which is getting on for about 30 years, so that's quite a long time. And a lot of people here worked on 5 pictures with me, and I know there's a lot of things said about what I think about these films and all of those whatever, but I've loved every single second of these movies, and especially this one, because I've got up every morning and I've had the chance to work with you guys, and that has been one of the greatest honors of my life. So. Et j'avoue que cet extrait, en fait, il est assez émouvant quand on sait ce qu'a pu apporter la saga 007 à lui, à Craig, mais aussi ce que Craig a apporté à James Bond globalement. Et je voulais finir avec ce petit moment qui est assez mignon avec toute l'équipe technique. Et voilà. D'ailleurs, j'ai pas parlé du casting. Bon, je vais faire vite, hein. Bon, bah Daniel Craig, comme je viens de vous dire, bah on en a déjà assez parlé, mais bon, toujours aussi bon, toujours aussi convaincant. Il rajoute une touche émotionnelle à la fin qui est bienvenue. Il a sûrement, je crois véritablement que c'est sa meilleure performance en James Bond. Globalement, il en met à fond. En plus, je crois qu'à l'époque, il a quoi, une 50aine d'années. Il le fait toujours aussi bien. C'est vraiment le mec, pour moi, il vieillit pas. Enfin, il est toujours parfait, même à l'âge qu'il a. 50 ans passés. C'est un très bon acteur, Daniel Craig. Hein. J'ai pas vu son dernier film où il jouait dans Queer là, de Guadagnino. Il fait aussi les à couteau tiré, etc. Donc voilà, il a pu quand même se sortir de son rôle de James Bond depuis quelques années. Donc c'est assez sympa. De toute façon, c'est un super acteur, hein, globalement. Concernant les autres acteurs qu'on voit souvent dans la saga, mais qui ici sont pas très intéressants, c'est-à-dire Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Naomi Harris ou encore Christopher Waltz, sont bons, mais on peut pas dire qu'ils aient des rôles super importants dans l'intrigue. Donc ils passent, ils sont là pour peut-être une dernière fois, on sait pas, peut-être qu'ils vont rester dans la saga après, je sais pas, ils sont sympas mais ils ont pas une grande importance. Là où je suis le plus surpris, c'est sur 2 cas, 2 personnages féminins d'ailleurs. Premièrement, Léa Seydoux. En Madeleine Swann, que je trouve bien mieux écrite, je trouve le personnage il prend une tournure beaucoup plus émotionnelle, plus attachante. Je pense que ça s'explique pour une chose, parce que Phoebe Waller-Bridge est à l'honneur à l'écriture pour les personnages féminins, c'est ce qu'elle avait dit. Elle a un peu participé pour en fait donner une plus grande profondeur aux personnages féminins, et je crois que c'est grâce à elle qu'on a la plupart des personnages féminins dans le film sont super intéressants. Nomi, elle manque un peu de développement, mais elle reste très sympa. Madeleine, je la trouve superbe. Et bien évidemment, l'autre personnage qu'on voit pas assez, c'est le personnage de Paloma, joué par, tout simplement, par Ana de Armas. Alors là, c'est quand même la grosse surprise du film, parce qu'elle est là à peu près une 15aine de minutes pour la grosse scène d'action à Cuba, parce qu'elle joue une cubaine, une espionne cubaine. Elle est superbe, vraiment bien. En fait, elle ajoute un charme et un côté enfantin et amusant aux scènes d'action. Elle est super attachante, elle est agréable. Alors bien évidemment, elle est super belle, hein, ça me paraît que c'est logique. Elle a un côté pétillant qu'elle fait ressortir, et en fait, on a tout de suite de l'attachement, elle est toujours souriante, etc. Je crois qu'elle a même fait des entraînements, des chorégraphies, et ça se voit, elle s'est beaucoup entraînée pour le rôle. Alors bien évidemment, elle a joué récemment dans le spin-off de John Wick, là, Ballerina. Mais franchement, elle est superbe. Le problème, pour le personnage, c'est qu'on la voit 10-15 minutes. C'est pas assez. C'est vraiment beaucoup trop frustrant. Elle aurait dû être là presque, la moitié du film. Ou alors, on remplace le personnage de Nomi par Ana de Armas, ça aurait été même mieux, hein, en soi. Mais, c'est un peu dommage, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être même le personnage que tout le monde a adoré. Genre, même s'il y en a beaucoup qui ont détesté le film, tout le monde a dit Ana de Armas, elle est super. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très bonne. Donc c'est sûrement la chose qui a pas divisé les spectateurs, mais elle est juste sous-exploitée, quoi, c'est un peu dommage. Ce podcast est pas terminé. Je vous ai eu, non, le podcast va être très très long, non, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc faut parler de l'avenir de James Bond maintenant, on va enfin terminer de parler du film. Car il y a beaucoup de choses qui se profilent à l'horizon. Déjà, le rachat de la franchise par Amazon. Alors, c'est pas un rachat, donc ça a eu lieu le 20 février dernier, ça a pas été un rachat, parce qu'en fait, Amazon avait déjà racheté la MGM en 2021, sauf que là, Amazon a eu les droits créatifs, et là, c'est plus compliqué. Car là, il n'y a plus de Barbara Broccoli ou de Michael J. Wilson, Amazon qui a conclu un partenariat avec eux, ils ont dorénavant le droit sur toute la franchise, donc c'est eux qui décident globalement l'orientation artistique. Ils approuvent les scénarios, les futurs acteurs, ils peuvent lancer des spin-offs, des séries, etc. Ce qui me fait bien chier, parce que Amazon, je crois, veut en faire sa nouvelle pôle aux œufs d'or, et c'est de la merde, parce qu'en fait, ça veut proposer des spin-offs, des séries,
tous les trucs qui n'ont rien à voir avec, tout simplement en fait avec la saga James Bond. Ça détruit complètement l'authenticité de la franchise. Et du coup, les Broccoli et Wilson, en fait, ils restent associés, mais leur rôle est devenu secondaire. En fait, Amazon a désormais le dernier mot sur tout. Et donc, on va rester sur le cinéma, mais quid de la suite ? Et on a beaucoup de nouvelles. Alors, on a eu plein de spéculations à l'époque. Amazon voulait privilégier des réalisateurs de haute volée pour le prochain film. On avait tous pensé à Christopher Nolan, parce qu'il adore James Bond, parce que c'est un réalisateur britannique. Il a toujours voulu participer à un projet 007, et il avait commencé, je crois, un début d'écriture, mais la MGM ne voulait pas lui donner le cut final, le final cut, qui lui permettait pour lui d'avoir le dernier mot sur tout le film, sur vraiment la proposition, le montage, etc. La MGM ne voulait pas lui donner, il s'est barré, et du coup il a fait le James Bond personnel, c'est-à-dire Tenet, le très mauvais Tenet qui est vraiment pas bon du tout, et du coup il a voulu faire son film d'espionnage à lui. Et le problème, c'est que depuis qu'Amazon a repris le contrôle créatif, ils ont un peu changé quand même leur fusil d'épaule, et maintenant ils sont dorénavant prêts à travailler avec n'importe quel grand réalisateur. Et on se dit, chouette, c'est-à-dire que Nolan va peut-être revenir sur ses choix et ses décisions, vu que maintenant il a le contrôle total, vu que Amazon a changé son point de vue. C'est plutôt Amazon qui a complètement changé le point de vue de Barbara Broccoli, etc. Mais le problème, c'est que Nolan, là, il est bloqué avec The Odyssey, qui doit sortir l'année prochaine, donc ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, Amazon décide de prendre, en tant que réalisateur, pas n'importe quel mec, il décide de prendre Denis Villeneuve, voilà, réalisateur prolifique québécois, qui est une superbe nouvelle, hein. Globalement, Villeneuve, ça peut être à la fois un réalisateur de blockbuster, aussi important et spectaculaire qu'intime. C'est un mec qui a réussi à aller autant dans le grand spectacle que avoir des super bons scénarios. Et vu qu'il sait quand même reprendre des franchises, c'est le mec qui a repris Blade Runner pour faire une suite qui était même plutôt bonne, pas parfaite, mais loin d'être un affront à la saga. Il sait même les adapter, hein, avec les deux Dune, que j'aime pas du tout, mais je reconnais quand même qu'il y a un certain talent d'adaptation, parce que adapter Dune, faut vraiment se lever tôt. Et c'est un choix cohérent, parce que c'est une super bonne nouvelle de prendre un réalisateur qui est vraiment assez expert dans les gros blockbusters, intimes et spectaculaires en même temps. Et donc dans le rôle du scénariste, on a aussi eu des nouvelles, c'est Steven Knight. Alors si vous connaissez pas ce mec, c'est le gars qui a écrit et qui a même créé en fait la superbe série Peaky Blinders. Si vous l'avez pas vu, je vous la conseille. Peaky Blinders qui aura droit justement à son propre film qui doit sortir soit fin 2025, début 2026, on l'attend énormément, enfin moi je l'attends comme un dingue. Donc faut savoir que c'est pas pour tout de suite, hein, parce que Villeneuve il est encore sur son Dune 3, Dune Messiah, et Steven Knight il est encore sur son film Peaky Blinders, donc dites-vous que le film va pas rentrer en production en 2026, hein. On va sûrement avoir des premiers débuts, des premiers retours d'ici 2027-2028, donc on a encore du temps. Et je crois que Villeneuve veut aussi faire un nouveau film, je crois, sur Cléopâtre. Alors ça, je sais pas si c'est encore prévu, si c'est encore dans un film d'actualité. Je sais qu'il voulait faire un nouveau film sur Cléopâtre, mais peut-être qu'il va complètement changer de bord, il va pas avoir le temps, il va directement passer au nouveau James Bond. Et il faut aussi trouver l'acteur, hein. Comme ça leur garde aussi Amazon un peu de temps pour trouver le nouvel acteur. Alors pour le nouvel acteur, moi je vais aller très très vite. Je fais aucune spéculation. Aaron Taylor Johnson, Richard Madden, Idris Elba. Je laisse au bon vouloir d'Amazon, faites-vous votre propre opinion, votre idée, je m'en fous. Je pense sincèrement surtout qu'ils vont prendre un acteur pas très connu. Ne vous attendez pas à des Tom Hardy, des Cillian Murphy. J'aurais adoré les voir dans ce rôle, mais non. Faut se dire déjà, les mecs commencent à être un petit peu vieux. Et non, on va prendre quand même des mecs un peu plus jeunes, à partir de la trentaine, ça me paraît logique quand même. Et dernière chose que j'aimerais dire, comment la saga elle va évoluer ? Bah oui, parce que tu peux pas faire quand même plus radical que Mourir peut attendre, hein. Vous avez vu ce que j'ai pu dire sur toute la saga. Comment ils vont faire ? Comment ils vont continuer la licence ? Est-ce qu'ils vont reprendre à zéro ? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de plus différent ? Est-ce qu'ils vont plus se positionner géopolitiquement ? Peut-être, ils peuvent le faire, hein. James Bond ça a toujours été géopolitique. Est-ce qu'ils vont faire complètement différent ? On verra, mais sur ce qu'on a pour l'instant, ça me semble quand même assez... Le film, ou en tout cas le projet, est quand même entre de bonnes mains, entre un super réalisateur et un scénariste assez prolifique, qui a quand même écrit une superbe série Peaky Blinders. Écoutez, attendons de voir la proposition.
le casting, l'acteur, mais pour l'instant, ça m'a l'air d'être plutôt bien. Et enfin, j'aimerais terminer, et là, pour les passionnés de jeux vidéo comme moi, de faire une petite parenthèse sur le prochain jeu vidéo James Bond, qui va s'appeler 007 First Light. Alors, on savait qu'un studio travaillait sur un nouveau James Bond, depuis assez longtemps même, mais on a dorénavant des images, et des plutôt belles images, qui rappellent en fait tout simplement un jeune James Bond, hein, ça va être un James Bond assez jeune, sur les premières années, qui va voyager, qui va se taper contre des bougs, qui va tirer sur des mecs, enfin bref, rien de nouveau sous le soleil, mais ça a l'air d'être sympa, d'être plutôt beau, d'être bien réalisé, ça a l'air d'être assez cinématographique. Un jeu vidéo James Bond, il n'y en a pas eu depuis assez longtemps, hein, franchement, ça me tente. Le studio derrière le jeu, c'est IO Interactive. Pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui ont fait les Hitman, les derniers jeux d'infiltration Hitman. Donc ça reste logique, bien évidemment. C'est des jeux d'infiltration, action, ça me paraît logique pour la licence James Bond. Donc on n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais ça sera sûrement pour 2026, ça c'est sûr. Après, la date précise, on sait pas. En tout cas, pour l'avenir, en fait, malgré le fait qu'Amazon possède le dernier mot sur le pouvoir créatif, et qu'il va peut-être en faire une machine à pognon avec des spin-offs et des séries, etc., et d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la franchise, bah en fait la saga me semble quand même entre de bonnes mains, avec le jeu, avec le prochain film, etc. Donc bah écoutez, ça me laisse un léger parfum de curiosité, donc on verra. Pourtant je suis pas du tout fan de la saga, mais bon, vu que je suis rentré dedans, bah autant continuer, et si en plus les nouveaux films me plaisent, bah écoutez, pourquoi pas devenir un adepte de la franchise, hein, écoutez. Donc ce podcast est enfin dorénavant terminé, ce fut très long, et je vais bien me faire chier pour le montage. Alors pour les détracteurs de ce dernier James Bond, n'hésitez pas quand même à y rejeter un petit coup d'œil et comprendre quelles étaient les volontés de cette conclusion et son importance au sein de la saga de Daniel Craig. C'est un film qui mérite une seconde chance véritablement, car si mourir peut attendre, le revisionnage lui n'attend pas. C'était pas terrible comme van et c'était pas très drôle. Bref, donc quant à moi, j'écoutais, je vous remercie pour le très long temps d'écoute que vous pouvez m'accorder avec ce podcast. Continuez à me soutenir si vous aimez mon travail. N'hésitez pas aussi à poster votre petit commentaire sur votre avis sur le film. Je suis assez curieux. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez revu le film? Est-ce que vous avez un autre point de vue sur le film? C'est aussi intéressant. Continuez aussi à me suivre sur les plateformes de streaming. Je me suis rajouté récemment sur Apple Podcast, s'il y en a qui sont intéressés. Vous pouvez aussi me retrouver sur Spotify, sur Amazon Music. Alors ma foi, je vais quand même un peu cracher sur Amazon. J'espère que je vais pas trop me faire taper dessus quand je vais exporter le podcast. N'oubliez pas le petit abonnement, ça fait super plaisir. Ça montre que vous êtes intéressé quand même à mon podcast, même s'il n'y a pas énormément de monde, j'en ai un peu rien à foutre. Donc abonnez-vous quand même si vous voulez un peu plus de podcasts. Comme d'hab, les petits abonnements sur Insta, sur TikTok et Sens Critique. Et moi je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.